Ils disaient qu'il allait mourir de froid. Ce qu'ils ont découvert quelques jours plus tard était choquant. Haute-Savoie, France, hiver 1995. Suite aux alertes diffusées par Météo France sur toutes les stations de radio, les habitants des villages d'altitude des Alpes ont commencé à évacuer. Il s'agissait de la pire tempête prévue depuis 1978. Au milieu du mouvement frénétique des fourgonnettes chargées et des fenêtres barricadées, un homme gravissait seul la pente, portant des planches de bois et une pelle. Tandis que ses voisins cherchaient refuge dans les villages situés en contrebas, il semblait faire exactement le contraire. « S'il veut mourir, qu'il meure en silence », murmurou un morador au vélo Pelajanella. Le vent se levait. La température était déjà descendue en dessous de 15 degrés d'Isra. 2 jours plus tard, des hélicoptères de la gendarmerie de haute montagne ont survolé la région à la recherche de survivants. Lorsqu'ils découvrirent un tunnel creusé dans la neige et le virent en sortir avec une tasse de thé chaud, personne ne comprenait comment il était encore en vie. Le village du Reposoir, petite communauté aux abords de Cluse, vivait dans le calme et la régularité. Des maisons en bois aux cheminées fumantes, des chasseurs aguerris et des jeunes qui apprenaient à couper du bois avant même de savoir conduire. Là-bas, le respect se mesurait au nombre d'hivers endurés ou au nombre de moutons perdus dans les glaces. La plupart des hommes du coin étaient francs, travailleurs et discrets, mais parmi eux, un nom était évité. Lorsqu'il était évoqué, c'était toujours sur un ton sceptique, presque moqueur. Le type du refuge, non? Il s'y était installé 2 ans auparavant, en provenance de Besançon, dans l'est de la France. On ne savait que peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il avait acheté un terrain isolé, en haut d'une colline où le vent semblait ne jamais faiblir. Un drôle de gars, vit plus avec des livres qu'avec des gens. Il n'assistait pas aux réunions du conseil municipal. Il ne se présentait jamais aux fêtes du village. Il ne chassait jamais. Quand la neige arrivait, au lieu de consolider le toit et de faire des provisions de bois, on le voyait ramasser de fines branches, creuser des trous et étudier des croquis architecturaux rudimentaires au comptoir du marché. Madame Ruth, la propriétaire du marché, l'avait surpris plus d'une fois en train d'écrire dans un carnet crasseux, regardant la neige tomber comme s'il calculait quelque chose que personne d'autre ne comprenait. « Tu sais que personne ne survit là-haut, hein ?» disait-elle Certavez. Il a simplement hoché la tête comme s'il comprenait, mais il ira quand même. Cette année-là, les alertes ont été lancées tôt. En novembre, un phénomène météorologique rare s'est formé dans les Alpes. En quelques jours, des vents atteignant 90 km/h et un refroidissement éolien de 40 degrés étaient prévus. Les autorités ont ordonné l'évacuation de toute personne vivant à plus de 1500 mètres d'altitude. La route principale serait fermée. Malgré tous les avertissements, l'homme du refuge n'a demandé que 2 rouleaux de bâches thermiques, des paquets de nourriture lyophilisée et un fût d'alcool à brûler. Le caissier le lui remit sans un mot. Mais un vieil homme au bout de la file murmura « Il va geler là-haut. Il tiendra pas 2 jours. » L'autre répondit avec un sourire sec « Peut-être que c'est ce qu'il veut. » Cet après-midi-là, la plupart des habitants étaient déjà descendus à Cluse. Les écoles étaient fermées. Les églises ouvraient leurs portes. Le gouvernement installait des abris temporaires équipés de chauffages au pétrole. Lui, en revanche, grimpait avec une pelle et un traîneau de fortune. Seul, sans hâte, comme s'il construisait quelque chose dont il savait déjà qu'il fonctionnerait, même si personne n'y croyait. Là-haut, le vent changeait déjà de direction. Les branches craquaient comme si le froid annonçait « J'arrive ». Il choisit une courbe naturelle du terrain où la neige s'accumulait. Il commença à creuser de façon rythmée. La pelle s'enfonça dans la neige comme si tout avait été prévu. Une fois le trou creusé, il a structuré les parois avec des branches entrelacées en forme de dôme, recouvertes à l'intérieur d'une bâche aluminisée et à l'extérieur de neige compactée, un isolant thermique naturel. Pas de fenêtre, pas de porte, juste l'entrée d'un tunnel en pente descendante. À l'intérieur, il avait construit une plateforme en bois et en feuilles mortes, recouverte de couvertures thermiques. Dans un coin, un petit réchaud à alcool. Le 3e jour, la neige lui arrivait à la taille. Il renforça l'entrée avec des branches et une bâche pliée, rendant l'abri invisible. Dans le village, la radio disait « Route D902 fermée, aucune circulation permise ». Il écoutait en silence, la radio rangée dans sa poche. Il savait exactement ce qui allait se passer. Le 4e jour, l'entrée de l'abri était complètement enfouie. La lumière du jour filtrait à travers la bâche. Un silence absolu, celui que seule la glace profonde peut offrir. Le poêle est presque froid, l'alcool est presque épuisé. Il rationnait sa nourriture.
un sachet de soupe déshydratée. Il dormait par courtes périodes, peu de mouvement. Mais la nuit, quelque chose tournait mal. La condensation provoquait des fuites et imbibait l'isolation thermique. Dormir mouillé était une condamnation à mort. Il a ventilé l'abri, perdant ainsi de la chaleur, mais se sauvant la vie. Le 5e jour, il n'avait plus d'eau potable. Il faisait fondre la neige avec la chaleur de son corps, grâce à des bouteilles en plastique attachées à sa poitrine. Dehors, des vents de 80 km/h déracinaient des arbres. À l'intérieur, il rangea l'espace, nettoya l'entrée, renforça les murs. Il marmonnait pour lui-même, afin de ne pas devenir fou. Le 6e jour, la pression atmosphérique a chuté. Maux de tête, essoufflement. Il tenta de créer un trou pour respirer, mais une partie de la structure s'effondra. Il était coincé jusqu'aux genoux. Il utilisa une tasse comme pelle et mit 2 heures à se dégager. Main gauche violette, début d'engelure. Il se massait avec de la neige sèche. Il a survécu, mais il n'a pas dormi. Le 7e jour, la tempête s'est affaiblie. Mais le froid, lui, est resté vif. La neige atteignait 3 mètres d'épaisseur. Finalement, les hélicoptères ont été autorisés à survoler la région. Tout le monde était dans les abris, sauf une famille, les Dubois. Ils habitaient à 600 mètres du refuge. Ils ont refusé d'évacuer à cause de leur fille Émilie, qui souffre de bronchite chronique. Le matin du 8e jour, un pain tomba sur leur remise. Il rompit la conduite de gaz. Le père tenta de la rebrancher, provoquant une fuite. Pendant ce temps, au refuge, il se préparait à partir. L'eau avait disparu, l'humidité augmentait. Il devait sortir. Il creusa jusqu'à la surface. Mais il remarqua quelque chose d'étrange. La neige était trop légère, une odeur différente. Un son étouffé. Toc, 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 toc. En pause. Faible, désespéré. Il grimpa, brisant la neige à main nue. Il aperçut la lumière. Il vit la fine fumée. Il repéra la direction. Et il se mit à marcher. Il lui a fallu près de 25 minutes avant de repérer la maison des Dubois. Un des murs s'était effondré. La porte principale était bloquée par le pain tombé. Dehors, des empreintes de pas désordonnées indiquaient que quelqu'un avait désespérément essayé de creuser avec ses mains. Sur le côté, la petite fenêtre de la cuisine était encore intacte. Il brisa la vitre avec le manche de la pelle, ramassa les éclats et cria « Il y a quelqu'un ?» Silence. Encore 3 pas. Une voix faible et tremblante. « Ici. Émilie. Est ici. » C'était la mère. Elles étaient piégées à l'étage, la petite fille enveloppée dans des couvertures, tremblante. L'échelle s'était effondrée. Le père ne pouvait pas remonter. Il s'était tordu la cheville. Il entra. Il se fraya un chemin à travers les décombres. Il s'appuya sur sa pelle et improvisa un pont avec des planches provenant de l'armoire brisée. Elle porta la fillette dans ses bras jusqu'au rez-de-chaussée. Puis la mère. Enfin, elle aida le père, qui pouvait à peine marcher. Il n'a pas dit un mot. À l'extérieur de la maison, utilisant ce qui se trouvait dans le traîneau familial, il installa une petite tente thermique. Il les recouvrit tous les 3 de couvertures de survie. C'est alors seulement que le père le regarda, les yeux rouges. « Je pensais que tu avais disparu avec la tempête. » Il leva les yeux vers le sommet de la colline et répondit « Non, j'étais juste silencieux. » Le matin du 9e jour, le ciel était dégagé, mais le froid était implacable. Le sauvetage opéré par la famille Dubois a laissé des traces. Les mains de l'homme étaient gercées, ses pieds enflés par l'effort. Malgré tout, il refusa de dormir. Il installa un nouvel abri pour la famille, à une 50aine de mètres de la maison endommagée, et partit. Elle grimpait lentement. Le vent coupait comme une lame. De retour à son abri, ou à ce qu'il en restait, arrivé à l'endroit où l'entrée aurait dû se trouver, il ressentit un vide. Rien. Le paysage avait changé. La courbure du terrain avait disparu. Plus aucune trace du tunnel. Juste une étendue blanche et lisse. Il a marché pendant près d'1 heure, marquant le sol de ses pieds, écoutant le bruit de la neige. Rien. Il ferma les yeux. Il prit une profonde inspiration, et il planta la pelle à un endroit précis. Table des matières. Sont différents. Il creusait avec force. Ses bras le brûlaient, couche après couche, jusqu'à ce que la glace cède, et qu'il aperçoive le reflet de la bâche aluminisée. Il réfléchit. Mais ce soulagement ne dura que quelques secondes. En ouvrant la porte, une odeur de moisi et d'humidité a envahi l'air. À l'intérieur, l'abri était partiellement inondé. La chaleur avait fait fondre la neige à l'étage. Le sol était trempé. Une partie de la structure s'était effondrée. Instable. Claustrophobe. Mortel. Il est tombé.
Il a observé. Et puis, ça a recommencé. Il n'a pas essayé de la sauver. Il a enlevé ce qui avait été perdu. Il a renforcé le dôme avec de la neige fraîche. Il a reconstruit les parois intérieures avec des branches sèches cachées à proximité. Mais cette fois, il a fait quelque chose de différent. Il a créé 2 sorties. L'une était orientée à l'est, là où le soleil brillait plus longtemps. Une autre au nord comme voie d'évacuation. Au centre, il creusa une dépression dans le sol, un espace thermique. Il reconstruisit la base pour dormir, plus haute, plus sèche, plus sûre. Cette nuit-là, il dormit très peu. Le vent semblait murmurer des voix ancestrales. Mais il n'avait pas peur. J'avais un abri. Le 11e jour, l'hélicoptère de la garde forestière a finalement atterri. 2 agents ont progressé avec difficulté jusqu'à l'endroit où ils ont détecté le signal thermique. Ils se sont arrêtés devant le tunnel, surpris. Quelqu'un a fait ça à la main? Murmure un dos officier, incrédulo. La bâche a bougé. L'homme est parti. Calme. Lunettes de soleil improvisées. Une tasse en métal d'où s'échappe de la vapeur chaude. Avez-vous besoin d'aide? A demandé l'un des agents. Il secoua simplement la tête. La famille Dubois se trouve à 600 mètres au sud. La jeune fille a besoin de soins médicaux. Rien de plus. Les hommes se regardèrent. Mais comment avez-vous fait pour survivre ici? Il regarda l'abri à moitié enfoui, puis les officiers. J'ai étudié. 2 jours plus tard, la route a été partiellement rouverte. Les habitants sont revenus progressivement pour constater les dégâts. Des toits se sont effondrés. Des arbres ont été déracinés. Certaines maisons ont disparu sous la neige. Mais le village était différent, plus calme. Au marché, Madame Ruth rangeait les rayons. La radio diffusait une douce musique. Personne ne parlait de l'homme sur la colline. Mais le regard dans leurs yeux en disait long. Il avait survécu. Il a sauvé une famille. Sans fanfare, sans discours. Le 14e jour, un homme entra sur le marché. C'était le même homme qui, quelques jours auparavant, s'était moqué du « fou à la pelle ». À présent, il marchait en silence, tendu. Ruth, il est de retour? Elle a simplement hoché la tête. L'homme ôta son chapeau, hésita, puis partit sans rien dire de plus. Sur le sentier, la glace était encore épaisse. Mais quelqu'un avait creusé. Le refuge était en activité, comme s'il y avait encore quelque chose à protéger. En fin d'après-midi, il entendit des pas. 2, lents, prudents. Il était le commerçant du marché. « Écoutez, je sais que vous n'aimez pas parler, mais ma fille n'a pas dormi depuis cette nuit-là. Moi non plus. Cassé. Nous voulions vous remercier. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, silence. » Il leva les yeux au ciel, calculant le temps restant avant le coucher du soleil. La structure de votre maison est encore instable. S'il neige à nouveau, le toit s'effondrera. L'ingénieur municipal a dit la même chose. Je passerai demain matin avec quelques planches de bois. Ça pourra aider à le renforcer. Sérieusement? Tu ferais ça? Il se dirigea simplement vers l'arrière de l'abri, ramassa un fagot de bois et le tendit au visiteur. Pas un mot de plus. Mais le respect était là. Dans les semaines qui suivirent, d'autres arrivèrent. Le forgeron, l'instituteur, le vieux chasseur. Personne ne s'est excusé, mais chacun a apporté quelque chose. Des clous, une couverture, un sac de pommes séchées. Personne ne voulait rompre le silence. Et il a continué comme avant. Il travaillait, il observait, il construisait, et sans changer un seul mot, il a gagné le respect de tous. La neige avait fondu. Le village avait rené de ses cendres. Mais quelque chose avait changé. Les gens parlaient en moins. Ils se regardaient davantage dans les yeux. Et au sommet de la colline, l'abri était toujours là, non démonté, même pas transformé en maison. Je l'ai juste gardé, comme étape importante. Les enfants montèrent à l'étage avec leurs parents, en regardant vers l'entrée. C'est ici qu'il a séjourné? Un hochement de tête suffisait. Il resta tel qu'il avait toujours été, sac à dos sur les épaules, pas silencieux. Message laissé sur les montants de la porte. Vérifier la canalisation. Risque de rupture. Pression sur le toit. Attention à l'accumulation. Aucune signature. Mais tout le monde savait à qui il appartenait. L'hiver suivant, lorsque le froid arriva plus tôt, beaucoup se souvinrent de lui. Certains ont renforcé leur maison. D'autres ont construit des abris. Ils n'ont pas imité le modèle. Ils ont imité la posture. Préparez-vous en silence. Agissez avec précision. Résistez avec humilité. L'homme ridiculisé est devenu un exemple. Sans rien dire, certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées à voix haute. Ils demeurent dans la neige piétinée, dans les regards échangés, et dans l'abri qui n'a jamais cessé d'exister.
Car résister, c'est plus que simplement survivre. Il s'agit de rester fort quand personne ne s'y attendait. Aujourd'hui, l'abri est toujours là, enfoui sous la neige, invisible à ceux qui ne savent pas où regarder. Pas de plaque, pas d'hommage. Le silence, tout simplement, et le respect. Et c'est peut-être mieux ainsi, parce que certaines histoires n'étaient pas destinées à faire les gros titres. Ils ont été créés pour servir de leçon. La prochaine fois que quelqu'un se moque de ce en quoi vous croyez, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que vous ne pourrez pas le supporter, n'oubliez pas, ce n'est pas le monde extérieur qui définit votre force, c'est ce que vous construisez quand personne ne vous regarde. Parce que parfois, résister en silence est l'acte le plus puissant de tous.